récit de lumière. Voyage au cœur de l'au-delà, quand la réalité se redimensionne et s'insuffle de l'infini. Nous allons tout au long de ce récit passer par la science, psychologie, magie, surnaturel, technologie et d'autres pour y dessiner une ligne du savoir dans l'immensité de notre bel univers. Je viens raconter ce savoir pour ceux qui le désirent, curieux ou autres, car je sais que cela pourra éclairer certains et les aider. Petite présentation avant de commencer. Né avec le don de voir ce qu'on appelle l'invisible, et d'autres comme rêve conscient, prémonitoire, antérieur, et d'autres en cours d'apprentissage, j'écrirai ma vision avec le plus de douceur possible, et en essayant de rester simple pour être compréhensible, puis sachez que j'ai dû affronter vos pires cauchemars, comme vivre votre plus grand amour. Pour que vous compreniez mon discours avec le plus de clarté possible, par exemple quand je dis que j'ai vu votre plus grand amour, comme votre plus grand cauchemar, non seulement sur Terre, mais aussi en voyant des entités, que les gens ne voient pas, donc l'au-delà, et cela de mes yeux comme si je voyais un autre humain, ce qui fait que c'est multidimensionnel pour moi lorsque je parle. J'ai dû passer, traverser et voir la mort au sens propre, comme entité à multiples reprises. Il m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans de mourir environ 1 minute, et pas mal de fois où j'ai failli mourir de très près. Cela aussi encore multidimensionnel, sur Terre avec des faits que vous pouvez comprendre, et d'autres que certains ne peuvent comprendre, car cela ne vient pas d'humain. Je m'en sors toujours, donc c'est cool. Je vous rassure, la lumière est de la partie aussi, et j'aime être ancré en elle, et heureusement qu'elle existe pour nous. Cette lumière est celle qui commande, car l'ombre n'est que la résultante d'un faisceau de lumière, qui rencontre un obstacle. Ma famille est proche, donc ceux de mon sang ont aussi des interactions mais à plus petite dose. Des amis, qui ne savaient et savent toujours pas, car j'ai toujours fait en sorte de le cacher, je ne voulais pas passer pour un fou, mais ils me racontaient que des choses étranges arrivaient, lorsqu'ils dormaient près de moi dans ma chambre les choses bougeaient toutes seules. Je faisais exprès qu'ils ne se focalisent pas, ça vous comprendrez pourquoi dans ce récit à un autre endroit, je répondais avec le sourire, que c'était normal et que j'avais l'habitude, et vu qu'ils posaient plus de questions, cela m'arrangeait. Je voulais pas que les autres me voient comme une chose étrange. Quand on se trouve autour de moi on peut parfois voir et entendre des choses inhabituelles. J'ai accepté cela au bout de 20 années, et quelques pour des raisons qu'il faut vivre pour le comprendre, et j'en suis à pratiquer la méditation ainsi que l'harmonie du corps et de l'esprit, pour apprendre à contrôler mes facultés. Je me pose également cette question, est-ce moi qui ai cette faculté de faire apparaître les entités, ou elles qui viennent se montrer à moi? Je pense que ce peut être un peu des deux, alors j'apprends à contrôler comme je le disais mes facultés, et peut-être que je pourrai répondre à mes questions. Donc voilà, maintenant nous allons commencer à aller plus loin dans la réflexion puis vous montrer le fruit de ces expériences, comme une dissertation pour certaines parties, où on va chercher à expliquer cela avec différents points de vue qui peuvent se lier, s'adjacenter, se refléter, sous diverses formes comme une fusion qui s'imbrique pour laisser place à une seule voix. Je pense à ceux qui disent qu'il faut voir pour le croire, et ceux qui savent déjà par leur foi, ou qui ont eu comme moi ce genre d'expérience. Moi j'ai ces 3 points de vue en un. Bon, commençons, bonne vidéo. Pour que vous me compreniez, j'irai petit à petit afin que vous puissiez comprendre la suite qui vous permettra de vaincre n'importe quel mal en ce monde, et de découvrir pour certains, un monde bien plus grand qu'il n'y paraît. Sachez que la force se trouve déjà en vous, et qu'il n'appartient qu'à nous de l'entretenir, la découvrir et la renforcer. Je vais commencer par vous démontrer que n'importe qui peut développer des dons, facultés ou encore pouvoirs extrasensoriels. Tout part de vous et votre vision, n'oubliez pas que, l'être humain parfois est plus concentré sur le fait d'avoir que d'être. Cette phrase clé paraît anodine, mais si vous vous mettez d'être conscient avec elle-même, alors beaucoup de choses peuvent changer. À l'âge de 13 mois, Daniel Kish a perdu la vue à cause d'un rétinoblastome, une tumeur de la rétine. Instinctivement, il s'est mis à claquer de la langue afin de s'orienter grâce à l'écho, comme les chauves-souris. Ce n'est pas avec sa canne, mais avec sa bouche qu'il émet les clics que vous entendez. Après un grand espace ouvert, mais on approche d'une construction. Il appelle cette forme d'écholocation le flash sonar. Et c'est comme ça qu'il se dirige sans rien voir. Je n'étais pas conscient de ce que je faisais. C'est simplement la conséquence de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'obtiens une image à 360 degrés. Le toit au-dessus de nous n'est pas plein. Il y a des espaces d'ouverture, comme s'il y avait des lattes.
Ce que je vois m'apparaît comme des formes géométriques floues, des images mouvantes, dynamiques. Elles ont une profondeur, un contour, une consistance, et elles me renseignent sur l'emplacement d'un objet ou sa densité. J'entends aussi ce qu'il y a au coin d'une rue ou à travers des objets. Le son est omniprésent. J'ai été élevé dans l'idée que je n'avais rien d'extraordinaire. Mes parents ont toujours insisté sur le fait que j'étais un enfant comme les autres. Daniel apprend à faire du vélo à 6 ans. J'ai appris à cliquer comme un fou pour pouvoir faire du vélo dans le quartier. Quand je rentrais dans un poteau, mes parents n'en faisaient pas un drame. Ce n'était pas marrant comme expérience. Mais s'ils ne m'avaient pas laissé faire, là, ça aurait été une catastrophe. Montrer qu'il peut rouler à vélo est devenu pour lui une façon de sensibiliser le grand public au fait que le cerveau s'adapte et que les individus sont capables de faire bien plus de choses qu'ils ne le pensent. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Vous allez fermer les yeux quelques instants et je vais vous apprendre ce qu'est l'écholocation. Mais aujourd'hui, des scientifiques étudient cette méthode, des instructeurs veulent s'y former et des aveugles veulent l'apprendre. Être capable de se déplacer dans n'importe quel environnement et dans n'importe quelle circonstance est vital. Rien n'est plus important que de jouir de cette liberté. Nous avons demandé à Daniel de dessiner de mémoire l'image mentale de la pergola qu'il a obtenue par écolocation. Là, une ligne pointillée. Il n'était jamais venu ici avant aujourd'hui. Ensuite, il y avait une autre colonne. Ici, mon talent de dessinateur est mis à rude épreuve. C'est fini. La précision de son image mentale est étonnante. Ça prouve que le cerveau traite les informations qu'il reçoit. Sauf qu'on utilise le son et non la lumière pour créer des images. Alors, j'avais raison pour le toit. Cela prouve aussi que l'homme peut voir grâce au son comme les chauves-souris. Mais ces dernières ont un avantage sur lui. Les bruits parasites ne les gênent pas. Mais peut-on seulement en 20 minutes de parcours dans le noir retrouver toutes ces sensations tactiles? Pour mieux comprendre le sens du toucher, nous allons au CNRS. Piscine, un non-voyant, et Pierre, à qui on a bandé les yeux, vont réaliser quelques petites expériences de perception tactile. On va faire maintenant un test. Le but, comparer leurs performances. En présence du chercheur Édouard Jantaz, ils vont commencer par un test simple, reconnaître des objets de la vie courante. C'est un volant. Très bien. Là, c'est une voiture. Là, c'est un vol. Très bien. Ça semble si simple, mais en fait, ce n'est pas si simple, puisqu'il n'y a aucune machine qui est capable de reproduire ces performances. Et je vais vous montrer là où la perception tactile est encore plus forte, c'est-à-dire dans la perception des textures. Et pour réaliser ce test des textures, rien de tel que du papier de verre. Presque indifférenciable à l'œil nu, ils vont devoir pourtant, par le toucher, en reconnaître les différents grains. Piscine, tu as terminé? Ouais, non, ça c'est la plus granuleuse, jusqu'à la moins granuleuse. Piscine, cette fois, est bien plus rapide que Pierre. Le sens du toucher est donc un sens qui se travaille. Ce qui est impressionnant, c'est que ces deux planches qui semblent à l'œil nu très très proches, eh bien leur différence saute au doigt, ce qui montre bien la très grande spécialisation du sens tactile pour percevoir les différences de texture. Le toucher nous permet de voir les matières, mais il ne peut pas toujours remplacer le sens de la vue. Je vais vous proposer
le test du triangle qui va nous permettre d'étudier comment l'expérience visuelle et la vision influencent notre représentation de notre espace. C'est parti? Ok, allez. Comment chacun va-t-il se repérer dans cet espace en 3 dimensions? Pierre commence. On le guide pour les 2 premiers côtés du triangle, mais il doit se débrouiller seul pour le dernier et revenir au point de départ. Résultat, Pierre est assez proche. Vient le tour de Piscine. Il hésite davantage. Trouver le point d'arrivée lui pose problème. Il finit d'ailleurs plus loin de l'arrivée que Pierre. Conclusion. Voir par le toucher, bien évidemment, c'est possible. Simplement, tout dépend des propriétés qu'on a à percevoir. Si on doit percevoir des propriétés spatiales, notre toucher est moins performant parce que la vision s'est spécialisée pour percevoir l'espace. En revanche, pour percevoir les propriétés texture ou substance, c'est vraiment les doigts, le toucher qui est vraiment le plus spécialisé et le plus adapté pour percevoir le mieux possible ces propriétés. Quand je dis que certains de nous sont plus concentrés sur le fait d'avoir que d'être, cela le prouve dans un sens où on n'est pas obligé d'être aveugle pour développer ses dons, d'autres préférant suivre la matrice virtuelle. Je fais abstraction des côtés négatifs. Puis chacun est libre comme je l'ai déjà dit, tant que le désir est partagé alors cela est bon pour tous, dans le sens où cette matrice devrait plutôt être contrôlée, pour qu'elle ne prive personne de liberté. Si c'est le cas alors de toute manière, elle ne sera pas faite pour durer, on trouve toujours plus fort que soi-même. Même dans celle-ci on peut apprendre, même en jouant si notre vision est focalisée, chacun est libre et peuvent l'améliorer leur matrice et leur univers à eux. Mais cela va plus loin si l'on regarde en détail avec un nouvel œil notre monde et nous-mêmes. L'être humain s'adapte constamment, à son environnement et les interactions qui découlent de lui et autour de lui comme des influx, reflux, et flux, qui le font entreprendre penser, et agir par exemple le reflux, sera le choix ou la réaction qui en découlera après une interaction. Avant que je rentre dans les détails voici un petit passage pour ceux qui n'ont pas compris, qui reflète bien le fil que je suis en train de construire. On estime que la plupart des êtres humains utilisent seulement 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si on pouvait en utiliser la totalité. Des choses remarquables se produiraient. Allô ? Professeur Norman, je m'appelle Lucy, j'ai lu tous vos écrits sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Ben merci. J'ai accès à 28% des capacités de mon cerveau. Je sens tout ce qui vit autour de moi. Quand est-ce que t'as appris à écrire le chinois? Ça fait 1 heure. Qu'est-ce qui va se passer quand elle atteindra 100%? J'en ai pas la moindre idée. Toutes ces connaissances vous permettront de déchiffrer des secrets qui vont bien au-delà de notre univers. Je ne suis pas certain que l'humanité est prête pour une telle chose. J'ai l'impression que tout ce qui me rend humaine se dissipe peu à peu. Car je pense que le subconscient est un stockage indéfini, qui ne demande qu'à être défini afin de devenir conscient. C'est-à-dire prenons le mot subconscient sub, qui veut dire sous dans son étymologie conscient vient de conscient, être conscient, c'est un consciencieux déterminant, à la fois qui se remplit afin qu'à la fin celle-ci devienne pleinement consciente, et le subconscient partirait de lui-même puisqu'on est totalement conscient. Puis par imbrication d'étapes intermédiaires j'affine cela. Je le vois comme une soupape d'autorégulisation régulant un équilibre de pensée schématisé par des interactions de sens contraires, et de sens non voulus ou encore non inexplicables, et peut-être d'autres qui sont envoyés dans le subconscient. Une fois qu'on répond à ces questions, le subconscient se régule afin d'évoluer notre pleine conscience. Qu'en est-il si l'évolution est infinie? Peut-on vraiment être pleinement conscient? Ou était-il une reprogrammation contrôlée voulue, formant une égalité entre l'apprentissage et la connaissance? Mais encore une fois tout part de notre esprit, prendre un schéma pour arriver à un autre peut être purement complémentaire, comme je le dis certaines étapes, ne doit pas être brûlée afin de ne pas s'y perdre et savoir reconnaître ses limites, afin qu'elles se régulent d'elles-mêmes par la suite. Alors revenons au subconscient et ses sens. Il en va de soi que ce subconscient en rentrant dans les détails, peut emmagasiner nos parties que nous souhaitons pas affronter, ou celles qui nous laissent perplexes et interrogatifs, et d'autres comme nos failles face à la faiblesse. Par exemple lorsqu'on médite ce subconscient, nous envoie des messages afin qu'on puisse régler ces choses avec nous-mêmes et se libérer, bien que je pense qu'il n'y a pas que le subconscient qui nous parle en ces moments.
Nous verrons cela plus tard. Revenons à la conscience, qui en la définissant nous pouvons obtenir un vide et un silence qui permettent de nous y retrouver, ne peut être divisé et pouvoir avoir accès à d'autres dimensions, où l'invisible peut être visible, perçu et entrevu, peut-être même plus car moi je peux, puis l'accomplissement de soi-même, et de ce que vous désirez en faire. Je ne pense pas que la théorie des 10%, et du moins je pense qu'elle n'est pas complète. Je pense que nous utilisons certaines zones de notre cerveau en temps voulu, mais qui par complémentarité selon notre niveau de conscience, qui est couplé au subconscient permet de pouvoir utiliser plus d'énergie. On dit des fois le savoir c'est le pouvoir, plus celui-ci est évolué, et homogène ainsi qu'une vision étendue plus large, permet d'engendrer des sommets. Puis ce n'est pas tout, rentrons dans les détails, pour rejoindre Lucie dans son évolution LOL. Bien que je pense qu'il en faut du temps pour atteindre un tel niveau, mais cela n'est pas impossible mais demande beaucoup de temps, de connaissances et d'entraînement. De plus après notre mort on continuerait à évoluer d'un point de vue éthérique, donc sans le matériel, et là on aura le temps, ceux qui pratiquent la méditation, et autres comme spiritualité, selon mon point de vue en avance. On y viendra dans la partie surnaturelle qui se lie à celle-ci, là où je suis plus à l'aise. Continuons un peu sur ce schéma d'évolution, je n'ai pas fini. L'auto-adaptation permanente peut permettre une programmation ou reprogrammation en commençant par notre conscience. C'est un consensus, allié au subconscient, si le côté primaire est plus présent et maîtrisé avec civilitude, car il ne s'agit pas de ne plus être nous-mêmes mais d'être conscient de notre propre évolution et de ne pas s'y égarer. Vers le côté primaire nous irons plus vers la conscience. Sinon on va plus vers le subconscient qui peut donner l'inconscient. Puis de ce fait découle une maîtrise en équilibre de notre être permettant d'interagir directement, par répétition pour atteindre des sommets relatifs à notre propre vitesse. Subconscient qui redéfinit la conscience par complémentarité, et se fusionne de plus en plus, puis reprogramme l'ADN par vibration répétitive fréquentielle différenciée par notre vision, et ce qu'elle peut permettre à partir de nous-mêmes. C'est cette focalisation subconscient et conscience qui fait que c'est un développement possible au-delà des limites connues, et faire en sorte que le subconscient se fusionne avec le conscient. De ce fait, la conscience évolue et nous devenons pleinement conscients par rapport à ce que l'on désire réellement. À l'inverse, lui le subconscient va se vider puisque vous venez de répondre à certaines énigmes, questions que vous n'aviez jamais élucidées. Puis il va se remplir à nouveau, pour que vous puissiez passer à des étapes supérieures. C'est ce qu'on appelle l'évolution qui commence par là, et qui interagit avec le corps, nos pensées puis nos sens. Puis je pense que la nature aussi, qui est plus primaire se pose moins de questions, est moins fractionnée et divisée, donc du coup va à l'essentiel. Puis évolue plus vite ses capacités extrasensorielles. En gros elle va droit au but sans se poser de questions. On dit des fois trop de réflexion tue la réflexion, c'est peut-être une juste balance ou le juste milieu, et équitable envers lui-même. Et que cette nature s'adapterait aussi à nous, comme un reflet qui se renvoie à nous. On récolte ce qu'on sème. Le pouvoir de l'intention peut se lier avec. Il est parfois question d'ouverture et non de fermeture, comme des barrières qui vous empêchent de voir réellement, un peu comme Matrix. Le subliminal est bon à chevaucher avec équité. Et là votre vision n'aura de limite, que de ce que vous pourrez comprendre. Il est bon de le laisser se montrer, à nous sans le forcer et de le digérer avec parcimonie tout en restant soi-même.